Ce webinaire est proposé sur les rouages financiers et cette fois, ce n'est pas moi qui vais présenter mes compétences, mais Mirella Nagama, qui est mon hôte et qui va du coup présenter son support, donc à qui je vais laisser la place pour expliquer tout ce qu'elle a à nous expliquer. Alors du coup, je suis Mirella Nagama, je suis hébergée par Copunion et du coup je suis consultante d'entreprise et formatrice et je viens d'être certifiée par l'AMF. Et cette certification me permet du coup de vendre des produits financiers tels que de la prévoyance, tels que des plans épargne retraite, etc. Donc en fait, j'ai le droit, grâce à ce certificat, de placer de l'argent. Je fais aussi de la défiscalisation. Alors moi, j'étais comptable de métier. J'ai été pendant 3 ans. Puis, j'ai eu la chance de travailler dans une banque suisse où, en fait, j'étais dans le back-office. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les assurances vie, beaucoup de partenaires tels que Swiss Life. Et du coup, à la suite de cela, j'ai voulu, en fait, coupler ces 2 métiers-là, c'est-à-dire la comptabilité et le côté financier. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour pouvoir organiser vos finances, donc anticiper vos charges, optimiser vos revenus. Ensuite, je vais vous faire découvrir les outils et les dispositifs pour sécuriser votre activité et aussi identifier les acteurs et les opportunités de financement pour vos projets. En fait, en général, on vous dit toujours il faut commencer par le business plan, l'étude de marché, etc. Et moi, je suis pas toujours d'accord avec cela parce que j'estime qu'on doit d'abord savoir quel est le revenu qu'on souhaiterait. C'est-à-dire, après nos dépenses personnelles, après nos dépenses professionnelles, qu'est-ce qui doit nous rester? Et ensuite, quand on a déterminé cela, on regarde nos dépenses professionnelles et personnelles. On regarde aussi nos dépenses à venir et c'est là qu'on verra combien nous avons besoin. Donc là, j'ai pris comme exemple, je souhaite avoir 3 000 € en épargne chaque mois. Et en général, je dépense 2 000 € en dépenses personnelles. Et donc, je disais que du coup, moi, j'ai besoin de 3 000 € par mois. Mes dépenses personnelles, c'est 2 000 €. J'estime en tant que formateur, c'est vraiment des chiffres en moyenne, j'ai besoin de 500 €. Et mes dépenses à venir, c'est-à-dire CFE, impôts, URSSAF, j'estime à 2 500 €. Donc en fait, par mois, je dois arriver à 8 000 € de chiffre d'affaires. Et dès que j'ai eu du coup ce calcul-là, c'est là où je vais créer mon business plan en fixant mes tarifs, en fixant le nombre d'heures de formation que je dois faire et à partir de cela, je dois du coup déterminer le nombre de clients que je dois avoir. Donc juste Mirella, là tu dis que les dépenses personnelles sont différentes des revenus souhaités. Oui, parce que j'estime qu'on travaille pour avoir du coup de l'épargne aussi pour pouvoir vivre. Et les dépenses personnelles, c'est surtout les charges fixes qu'on n'y pense pas. Il y a le loyer, il y a l'électricité, etc. Et donc, moi, je dis qu'on part toujours du revenu qu'on souhaiterait avoir hors dépenses personnelles. D'accord. Et du coup, ça nous permet en fait d'avoir une marge aussi importante. Donc, on peut dire qu'on a besoin juste de 500 €. Mais là, je suis partie sur 3 000 pour en fait faciliter les calculs. D'accord. Donc 8 000 € quand on veut avoir un revenu souhaité de 3 000 €, et tout de suite, ça fait un chiffre complètement différent. Hein. Oui, exactement. Donc en fait, ça nous fait, on va dire, un revenu
de 5 000. Donc, pour avoir 5 000 euros, on doit avoir pensé à un chiffre d'affaires de 8 000. Oui, c'est intéressant hein, parce qu'on voit très bien que les formateurs ne pensent pas comme ça. Du coup, il faut savoir que le reste à vivre sera différent en fonction du statut choisi. Alors, en effet, quand on est formateur, en général, on a 4 choix de statut. Vous avez la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, la SASU et le URL. Donc, en général, les formateurs choisissent la micro-entreprise parce que c'est très simple. Vous avez un montant de cotisation sociale qui varie en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, ça va dépendre de si vous êtes dans l'Hexagone ou si vous êtes dans les DROM. Donc, il y aura une différence sur les cotisations sociales. Sauf qu'en fait, le chiffre d'affaires est plafonné. Vous ne pouvez pas dépasser 77 500 euros par an. Sachant que ce plafond, il est toujours remis en question chaque année. Cette année, ils ont voulu encore abaisser ce taux et bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore mis en place. Mais du coup, pour la micro, la différence, c'est surtout au niveau des impôts. Donc, si vous avez beaucoup de charges à payer et que vos charges dépassent les 34%, c'est pas la micro qu'il vous faut. Donc, il y a ces deux choses-là qui sont les plus, on va dire, le désavantage pour la micro-entreprise. Juste ensuite, vous avez l'entreprise individuelle. Là, vous pouvez déduire toutes vos charges. Donc, loyer, véhicule, formation, même les déplacements, tout type de frais, même les déplacements, véhicules, etc. Sauf qu'en fait, vous aurez beaucoup de cotisations sociales à payer, qui est en fait basée sur le bénéfice qui vous reste à la fin, après avoir enlevé du coup les charges. Ensuite, vous avez la SASU. C'est très intéressant la SASU, car en fait, vous avez le statut du dirigeant salarié. Donc, cela signifie qu'en fait, vous êtes salarié de votre entreprise. Donc, vous avez du coup la protection sociale qui correspond à un salarié lambda. Donc, vous pouvez choisir d'être imposé à l'IS ou à l'IR. Cependant, forcément, qui dit protection sociale dit cotisation élevée et du coup, vous aurez les cotisations patronales et salariales à payer. Et aussi, vous avez l'alias fiscale qui est avoir une comptabilité bien faite, validée par un expert comptable et les commissaires aux comptes. Et ensuite, vous avez le URL. Donc, en fait, c'est lié au régime des indépendants. Donc, les charges sociales ne sont pas élevées. Du coup, en fait, c'est plus facile à gérer que la SASU. Mais du coup, vous avez une protection sociale qui est un peu plus limitée. Et du coup, la différence entre micro-entreprise et entreprise individuelle, donc du coup, ça, c'est vraiment vous, donc une personne physique. Par contre, la SASU et l'URL, l'inconvénient, c'est que vous devriez créer une personne morale. Donc, en fait, il faudra des statuts, etc. Donc là, je vous ai... alors, je suis partie, si vous voulez, sur le site de mon-entreprise.ursaf.fr/simulateur. En fait, ce site-là vous permet, en fait, de voir quel statut correspond au mieux à vos besoins. Donc là, vous pouvez prendre le chiffre d'affaires que vous souhaitez, vous mettez les charges, il vous calcule les cotisations sociales en fonction du statut choisi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, pour vous montrer les différents choix qu'on peut avoir. Donc là, j'ai commencé par d'abord le premier tableau ici. C'est tout ce qui est auto-entreprise, donc personne physique. Donc, j'ai repris le même exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires de 8 000 euros, des charges à 500 euros et les dépenses personnelles à 2 000 euros. Donc, en fait, si vous prenez la micro-entreprise, les charges à déduire
de toute façon, ils sont de 34%, ce qui est pas mal parce que en fait, du coup, on déduit plus qu'on a de charges à payer. Donc, vous avez les cotisations qui est pour l'Hexagone vers 23,1%. Donc, c'est à 1864 €. Et du coup, quand vous enlevez ces cotisations sociales, il vous reste 5636 €. Et lorsque vous allez déclarer aux impôts, vous allez déclarer 5280 €, car en fait, vos cotisations, vos charges, sont moindres que ce que vous payez. Donc, c'est intéressant. Du coup, lorsqu'on enlève les dépenses personnelles, il vous reste 3636 €. Donc là, on est bien, on est quasiment comme notre exemple. Si vous passez à l'EI, du coup, c'est exactement les mêmes choses, sauf que du coup, au lieu d'avoir 2720 € de charges à déduire, vous en avez 500. Donc là, c'est moins intéressant. Vous avez beaucoup plus de cotisations sociales à payer. Et donc, du coup, vous avez forcément moins de revenus à la fin. Ensuite, pour les sociétés, donc EURL et SASU, donc là, le EURL, vous pouvez être soit à l'IR, soit à l'IS. Donc, ça sera en fonction de vos besoins. Et du coup, si vous reprenez exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, vous voyez qu'en fait, les cotisations sociales sont moindres et pourtant, vous gagnez moins aussi. En fait, cela vient surtout, par exemple, pour le URL, que vous avez l'IS à payer, les prélèvements sociaux, parce qu'en fait, lorsque vous êtes en impôt sur les sociétés, ce n'est pas un revenu, mais des dividendes. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez un revenu ou des dividendes, mais il ne faut pas oublier que vous avez des prélèvements sociaux à payer et aussi l'IS. Donc là, tout de suite, on voit qu'on passe du coup, un revenu de 3000 € à peu près et on arrive à 1500 €. Et ça, c'est parce qu'on a l'IS et les prélèvements sociaux à payer. C'est impressionnant. Ouais. Et du coup, les prélèvements sociaux, c'est quand on a 17% de prélèvement sur les dividendes. Donc après, voilà, ça dépend toujours du chiffre d'affaires. Oui, prélèvement social, c'est quand si je gagne 2000, par exemple, l'URSSAF me prend 1000, c'est ça? Non, en fait, les prélèvements sociaux, c'est quand on fait le choix d'avoir des dividendes plutôt qu'un revenu. C'est-à-dire que à la fin, vous avez le bénéfice de l'URL, de 1000 €, et je décide de prendre ces 1000 € là. Donc là, l'État va prendre 17,2% sur ces revenus-là. Ah oui, d'accord. Parce que c'est le bénéfice de l'entreprise. Ok. Donc, c'est toujours intéressant de comparer parce que si vous prenez le URL, par exemple, imposé à l'IR, c'est-à-dire à la fin, ce qui tombe sur votre compte, c'est pour vous, et vous avez du coup un résultat net de 5134 €. Et en dernier, vous avez la SASU. En général, ça fait peur aux gens, mais moi, je dis toujours que en fait, vous avez la protection sociale comme si vous étiez salarié de votre entreprise. Donc, en fait, sur les 8000 €, vous allez payer en cotisation sociale plus en salaire 7500 €. Ce qui fait qu'il vous reste, du coup, un revenu plutôt brut de 5344 €. Et du coup, à la fin, vous avez un revenu de 3658 €. L'avantage de ce statut-là, c'est que voilà, vous avez les protections comme si vous étiez un salarié. Donc, que ce soit pour la retraite ou encore vous pouvez avoir une complémentaire santé du coup payée par votre employeur. Vous avez aussi la prévoyance. Donc, c'est vraiment lorsque vous voulez être toujours protégé, même si vous êtes auto-entrepreneur. Donc, la SASU... Finalement, si on veut cette protection et qu'on est en EURL, par exemple, ou en SARL, on est obligé de prendre, dans tous les cas, de le financer en plus. Donc, ça fait des charges de toute manière complémentaires. Et du coup, c'est aussi à déduire. Ça serait aussi à déduire sur notre bénéfice.
Oui, sachant qu'en fait, ça va dépendre parce que il y a des choses qu'on peut déduire dans notre fiscalité. Donc, en fait, là, ce qui vous reste là, c'est au moment où l'on part. C'est-à-dire, l'année prochaine, ça se peut que vous payiez les impôts là-dessus et la CFE. Donc, en fait, c'est des charges qui arrivent juste après qu'on ait versé notre revenu, en fait. Oui. Et du coup, la SASU, ce qui est bien, c'est que vous savez que vous avez tant de salaire. Du coup, ça peut évoluer seulement si vous payez les impôts. Et le salaire, on peut se le fixer en fonction, parce que ce qui peut faire peur aussi, c'est que finalement, si on se fixe un salaire mais qu'on n'a pas assez de rentrée, comment ça se passe? Du coup, c'est ça, c'est en fonction du mois, en fait. Ça sera... Tu choisis ton salaire. Oui. Et du coup, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est qu'en fait, en général, si vous avez, par exemple, je reprends un micro et que vous faites ce chiffre d'affaires-là tous les mois, là, vous risquez de perdre ce statut, par exemple. Ah oui, l'auto-entreprise. Oui. Parce qu'on est limité à 77 000. C'est ça. Donc, on est obligé de passer en entreprise individuelle. Donc, faut toujours anticiper. Et puis, sur ces 3 000 euros, vous avez la CFE. Donc, ça dépend où est-ce que vous êtes situé. Vous pouvez payer entre 0 et 1 500 euros par an. Donc, c'est non négligeable. Et parfois, il suffit de se délocaliser juste dans le quartier d'à côté. Oui, parce que c'est en fonction des zones, des zones, comment dire, pas protégées, mais prioritaires. Prioritaires, voilà, c'est ça. Oui. Et ça peut faire une très très grosse différence. Et il y a la liste des zones prioritaires, on les trouve sur Internet. Oui. Les zones prioritaires, donc c'est facile à trouver. Oui. Et puis pour les impôts, il y a des façons justement de se protéger tout en défiscalisant. C'est-à-dire, je paye beaucoup moins d'impôts et en fait, j'ai de l'épargne, je suis protégée pour ma retraite, je suis protégée du coup pour l'invalidité, pour le chômage, etc. Et en fait, ça reviendrait comme la SASU, mais peut-être que je gagnerais plus en fait en rémunération. En micro, tu parles de là? En micro, en EI, en URL, tout. En fait, je compare avec la SASU. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes protections, mais sans pour autant payer autant de cotisations sociales. Mais ça, en général, la SASU, c'est pour les personnes qui ont besoin d'être, de se sentir protégées. Et qu'ils ont mis en place. De manière facile, en fait. Parce que si effectivement on peut avoir pour le URL, la micro, les mêmes protections, ça nécessite quand même une démarche prospective pour aller chercher les acteurs qui vont nous protéger et à qui on va payer à chacun. On va avoir des contrats. Et là aussi, c'est quelque chose qui est... Alors, c'est plus souple, mais c'est vrai que ça demande cette démarche prospective de comparer les acteurs, de vérifier, de s'assurer, alors qu'une SASU, on a peut-être le sentiment qu'on est vraiment comme un salarié, donc on paye et on s'inquiète plus du reste. Oui. C'est bien ça. Ok. Du coup, hop. Je passe à celui-là. Donc là, moi, souvent, ce que je dis aux stagiaires, c'est aux personnes qui veulent devenir formateurs, c'est finalement, il s'agit d'étudier tous les chiffres parce que il y a une situation pour une personne, quoi. Chacun étudie la situation en fonction de son état d'esprit, à savoir est-ce que j'ai besoin de me sentir protégée et de plus rien avoir à m'occuper, est-ce que je suis prêt à calculer, parce que typiquement la micro-entreprise, il va falloir calculer si les charges dépassent pas 30% de charge, parce que sinon c'est intéressant d'aller ailleurs. Et puis après, quel est le modèle qui me convient le mieux? Tout simplement, la micro, il y a aussi le fait que on peut pas prendre d'employés, par exemple,
c'est très embêtant. Alors que une SASU, une URL, on va pouvoir prendre des employés et on va avoir des OPCO, etc. On va être vraiment, comme tu dis, une personne morale. Oui, c'est ça. Après, la micro, on peut démarrer par une micro-entreprise pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis passer directement en entreprise individuelle. Une bonne solution. Et à la base, c'était pour ça que ça a été créé, d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'ils veulent augmenter les charges, d'ailleurs. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sont installés en micro et qui restent en micro et que normalement, c'est une situation qui doit être temporaire. Oui. Effectivement, et c'est pour ça qu'en fait, du coup, la FNAE a du coup fait est monté au créneau contre le nouveau budget des finances de 2025 pour justement parce qu'en fait, ils voulaient abaisser ces 77 700 €. Je sais plus combien ils voulaient le mettre, mais en tout cas, le plafond du chiffre d'affaires était beaucoup moins important et du coup la loi n'est pas passée du coup pour l'instant. Ça c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, hein. L'année prochaine on ne sait pas. Alors on te laisse continuer Mirella. Alors du coup les réformes à venir qui vont, c'est sûr que ça va passer, c'est la facturation électronique obligatoire. Donc à partir du 1er septembre 2026. Toutes les entreprises devront émettre des factures au format électronique. Et pour 2027, les micro-entreprises seront aussi concernées. Ouais. Alors ça, c'est vraiment le point dur parce qu'en plus, ça va nous coûter de l'argent. Ouais. Je crois que j'ai cru entendre qu'il fallait s'abonner à des plateformes. Alors, en fait, vous pouvez vous abonner à des plateformes, mais après, il y a des plateformes comme Indie ou maconta.fr. Je crois que vous avez un nombre de factures par an qui sont gratuits. Donc, en fait, si vous n'avez pas trop de factures, ça coûte pas hyper cher. D'accord. C'est vraiment si vous avez beaucoup de factures, et là, ça va coûter énormément. Et puis, du coup, il y a des nouvelles mentions depuis le 1er juillet 2024 pour ceux qui ont déjà fait les facturations électroniques. C'est-à-dire, il y a le numéro sirène-sirette, le type d'opération, c'est-à-dire le type d'article, désignation qui doit être vraiment très précis, l'adresse de livraison et les TVA. Donc, parfois, les gens, ils oublient ces détails-là et du coup, maintenant, c'est obligatoire. Sinon, il n'y a pas de déduction fiscale. Toujours lié à la défiscalisation et aussi les déductions des charges, en fait. Ensuite, vous avez, et ça passe 1er janvier 2025, l'abaissement des seuils de TVA pour les micro-entreprises. C'est-à-dire que si vous dépassez les 37 500 € de chiffre d'affaires, vous êtes obligé de payer la TVA. Alors qu'en formation, on le rappelle, on peut être complètement assujetti à ne pas être assujetti à la TVA lorsqu'on est une personne morale. Il suffit de faire une demande au niveau des impôts et du coup, on peut facturer net de TVA tous nos clients. Donc là, c'est vraiment un point qui est pas négligeable parce que si on dépasse 37 500, c'est que probablement on s'adresse à du client direct et parfois sur certains clients, c'est très intéressant de ne pas avoir de TVA, notamment si on vise du particulier par exemple, où là l'intérêt est immédiat, quoi. Oui. Surtout en fait entre l'Hexagone et la Réunion, en fait, les DROM, il y a une grosse différence. Ah oui, explique-nous. Alors, 20% en métropole et à La Réunion, on est à 8%. Donc, je veux dire, si vous facturez 100 € hors taxe, il faut rajouter 20 € dans l'Hexagone. Donc, ça vous fait pour le client une facture de 120 €. Oui. Alors qu'à La Réunion, vous facturez 100 €, vous avez que 8 €, donc ça fait 108 € pour le client. Oui, quand même. C'est clairement différent. Pour du coup, ensuite vous avez l'augmentation des cotisations sociales pour les micro-entreprises.
entre cette année et 2026, parce que cette année, les cotisations ont augmenté. Ils sont passés à 23,1%. En 2025, 24,6%. Et en 2026, 26,1% pour l'Hexagone. Et pour les Dom, donc du coup, maintenant, c'est 15,4%. Ça va passer en 2025 à 16,4%. Et en 2026, 17,4% pour tout ce qui est prestations de services. Est-ce que ça a un impact, parce que quand on a l'ACRE, quand on démarre en micro-entreprise, on a l'ACRE, tu es d'accord avec moi? On peut avoir l'ACRE en fonction de... Alors justement, explique-nous le piège. Alors en fait, du coup au début, vous demandez l'ACRE, c'est-à-dire les 2 premières années, vous allez être exonéré de cotisations sociales. Sauf que la 3e année ou la 4e année, ils vont faire une moyenne en général. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être payer les cotisations sociales des 2 années précédentes. Donc, vous allez faire un rattrapage, entre guillemets. C'est pour ça qu'en fait, vous avez un seuil, quand on dit le chiffre d'affaires, vous ne devez pas dépasser 77 500 €. En fait, vous avez une tolérance pendant 2 ans de pouvoir dépasser. Parce qu'en fait, ils vont faire une moyenne à la 3e année. Et oui, et du coup, ça peut être très très compliqué de se relever parce qu'on va avoir un rattrapage d'URSSAF qui va faire très très mal. Oui, entre guillemets, parce que ça va dépendre de ce que vous avez fait comme chiffre d'affaires toujours à la première année. Si vous avez fait un petit chiffre d'affaires, etc., les 2 premières années, ça passe. Mais si dès le début, vous avez commencé avec 77 700 €, et là, ça risque de faire mal. Ok. Donc ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire, quand je m'installe, est-ce que tout de suite, je vais avoir un gros chiffre d'affaires ou pas? Et du coup, peut-être que si j'envisage d'avoir plus de 6 000 et de tourner aux alentours de 7 000, pensez tout de suite à la personne morale. Et dans le cas contraire, si mon revenu si mon chiffre d'affaires est plus petit, là, ça peut être intéressant parce que on bénéficiera vraiment de l'ACRE, pour le coup. Oui. C'est ça que tu nous dis. Du coup, alors on dit personne morale, mais on peut tout de suite faire une entreprise individuelle. En fait, la micro a été faite, c'est pour des raisons, c'est plus simple à réaliser. Vous allez sur le guichet de l'INPI et vous ouvrez votre micro. Mais du coup, vous avez 34%, 50% si vous êtes en BNC. Et du coup, si vous êtes tout simplement... si vous calculez vos charges, vous pouvez passer en entreprise individuelle. C'est très simple, en fait. Oui. Moi, en général, mon conseil, c'est de toute manière, même si on est en micro, d'avoir un compte professionnel et de bien distinguer les ressources et les charges, ce qui permet de pouvoir passer quand c'est nécessaire à une EIRL ou EURL parce qu'on aura les chiffres sous les yeux. Donc c'est bien de suivre au démarrage ce niveau de ressources et de charges pour voir quel est le plus intéressant. Par contre maintenant, du coup, normalement, ça devrait être limite obligatoire, la micro-entreprise, d'avoir un compte pro et un compte perso. Ouais, mais là, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui... moi, je sais que je récupère des stagiaires qui vont avoir... qui se sont montés en auto-entreprise et qui ont leur compte perso. Et d'ailleurs, quand tu passes en EIRL, il faut savoir que tu es obligé de facturer directement sur ton EIRL, sur ton compte de URL, et que tu dois clôturer ton compte sur lequel tu recevais tes paiements de micro. Parce qu'en fait, tu as une personne en plus. Il y a toi et il y a l'autre personne. Donc, tu ne peux pas prendre du coup l'argent de l'EURL. Alors que la micro, c'est tout simplement toi. Oui. Donc il y a des statuts, etc. Donc, Ok, donc à faire très très attention à ces points-là. Oui. Et à suivre aussi pour la loi de finances qui risque en fait de bouger beaucoup.
d'après ce que j'ai vu. Comment on peut la suivre? On va sur quel site pour suivre ces éléments-là? Alors en fait, moi je suis du coup abonnée au ministère de l'économie et des finances. Ouais. Donc je reçois dans ma boîte mail souvent les newsletters. Oui. Et les réglementations qui vont passer. Par exemple, la loi de finances qui faisait 300 pages, donc on avait plein de choses sur. Là, par exemple, si je me focalise sur la Réunion, il y a l'augmentation des taxes maritimes à partir de 2025. Ok. Donc voilà. Et c'est là qu'on a vu du coup la micro-entreprise et que les associations du coup ont voulu intervenir pour que cette loi ne passe pas. Du coup, pour l'instant, ils ont réussi. Bon, dans tous les cas, c'est bien d'avoir un conseiller financier à sa portée pour justement, parce que quand tu dis 300 pages, faut avoir les compétences pour les étudier, quoi, hein, clairement. C'est ça. Ok. Et normalement, si vous avez un expert comptable ou un comptable, si vous êtes en EURL, il devrait vous donner les éléments. Ouais. Hein? On sait ce que ça veut dire. Ça dépend de sa volonté et de son niveau d'implication auprès de ses clients. Mais les comptables, en tout cas dans l'Hexagone, les comptables que je connais, moi, ils sont très orientés. Je te fais ta liasse, je te gère tes comptes, mais le conseil, il y a un gros travail à faire là-dessus. Hein. C'est pour ça que je parle il est intéressant d'avoir des conseillers et que Mirella, t'es bien placée pour ça. Oui. Alors, c'est pour ça qu'en fait, je voulais pas faire expert comptable parce que justement, il manquait son côté conseil. Exactement. Alors, du coup, comment protéger son activité et sa retraite? Vous avez 3 points qui sont intéressants et vous avez la loi Madelin. La loi Madelin permet d'avoir une prévoyance pour les travailleurs non salariés qui peuvent être défiscalisés. C'est-à-dire que vous allez payer beaucoup moins d'impôts. Et le plan épargne retraite, ce qui est intéressant et que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous ouvrez un compte épargne, vous mettez de l'argent de côté tous les mois pour votre retraite. Mais si vous avez un problème avec votre entreprise, que vous ne pouvez plus travailler, donc chômage ou invalidité, vous pouvez débloquer ce plan épargne retraite-là. Et en plus, vous pouvez le faire défiscaliser, c'est-à-dire lorsque vous avez votre impôt à payer, vous pouvez déduire ce montant-là de votre impôt. En fait, vous allez regarder votre avis d'imposition. À la fin, vous avez du coup un plafond de plan épargne retraite. Et en fait, c'est un montant que vous pouvez placer sur ce plan épargne retraite-là qui peut être défiscalisé. Donc, vous allez payer beaucoup moins d'impôts. Donc ça, c'est très intéressant quand vous êtes en micro, du coup, parce que si vous avez 3 600 €, il y a des chances que vous payiez les impôts. Donc, vous pouvez, du coup, mettre de l'argent de côté et payer moins d'impôts. Et aussi, vous pouvez, si vous êtes en EI, faire un plan épargne retraite entreprise. C'est-à-dire, c'est votre entreprise qui va payer pour vous. Donc, en fait, ça va passer en charge. Donc, en fait, ça va être déductible. Donc, au lieu de le prendre en revenu, vous placez cet argent sur un plan épargne retraite. Donc, vous payez dans tous les cas moins d'impôts dans les deux sens, c'est-à-dire moins d'IS si vous êtes en IS et moins d'impôts sur le revenu si vous êtes en IR. Et après, vous avez l'assurance de chômage privé, ça aussi c'est déductible. Mais du coup, moi, je trouve que c'est moins intéressant que le plan épargne retraite. Parce que là, c'est une assurance, alors que le plan épargne retraite, c'est vraiment un compte épargne. Mais le plan, la loi Madelin, c'est également un plan épargne retraite. Enfin, sauf que dans la loi Madelin, tu peux avoir également la santé, mais tu as le plan épargne retraite, on est d'accord? Oui, c'est ça. Hein, et du coup, ça, c'est mieux de le faire avec un acteur privé, avec ta banque, avec
Il y a des conseils là-dessus parce que c'est toujours pareil. Enfin, moi j'ai essayé de me pencher là-dessus. J'ai trouvé que c'était compliqué, que les banquiers ils t'envoient une tonne de documents à étudier alors que c'est pas ton boulot. Et du coup, tu sais pas à qui t'adresser, quoi. Tu sais pas ce qui est le mieux, tu sais pas ce qui est le plus rentable. Un conseil là-dessus? En général, vous faites appel à un gestionnaire en patrimoine. Ouais. Certifié AMF de préférence pour qu'il puisse justement faire tous ces paperasses-là pour vous et que ce n'est pas un conseiller financier. C'est ça la différence entre un conseiller financier et un gestionnaire en patrimoine, c'est la possibilité de faire vos documents en fait. C'est ça qui change, de vous conseiller sur la défiscalisation. Donc, ce que tu veux nous dire, c'est qu'un conseiller patrimoine, c'est ça? C'est quelqu'un qui va nous faire gagner de l'argent. Oui, c'est ça. D'accord. Donc on va le payer pour qu'il nous fasse gagner de l'argent. Alors, ça va dépendre parce que du coup, en général, un gestionnaire en patrimoine ne se fait pas payer. En fait, il va recevoir une commission de la banque. Donc en fait, ça va être $1 pour vous. Comme lorsque vous allez chez votre banquier, vous ne payez pas votre banquier. Du coup, c'est le partenaire qui va payer votre banquier. Et bien, c'est exactement la même chose pour les gestionnaires en patrimoine. Donc ça veut dire, Mirella, si je fais appel à toi, je te paye pas. Oui. Ok, ça c'est bien. Et du coup, je te paye pas. C'est magnifique. Oui, c'est ça. C'est l'AMF qui l'a mis ça en place. Donc, du coup, le gestionnaire en patrimoine signe une lettre de mission avec son client et du coup, il reçoit des commissions de la part du partenaire et en fait, le client le voit. Il voit combien je gagne en fait. D'accord. Toujours. Donc, à lui d'être d'accord ou pas. Donc, s'il place 200 € par exemple, et ben que je gagne, je dis n'importe quoi, 10 €, et ben il saura que pour son placement là, je vais avoir 10 €. Tout est transparent. Et après, l'avantage avec les banques, c'est qu'en fait, les banques, ils vont vous donner des produits vraiment très, on va dire, ils vont sélectionner des produits qui leur permettent d'avoir de l'argent. Alors qu'en fait, en gestionnaire en patrimoine, on a énormément de produits et on choisit pour le client en fonction de ses besoins et surtout, on doit vous protéger en fait, pas vous donner des produits que vous ne comprenez pas ou qui va vous faire perdre de l'argent. Et après, on a aussi le niveau de risque aussi. Est-ce que le client a peur ou pas? Est-ce qu'il est prêt à prendre des risques? Donc, en fait, on va étudier ensemble votre sensibilité au risque. Et c'est là on va vous proposer un produit. Alors, même si je vous donne des conseils, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Bien sûr. Donc, voilà. Intéressant. Et tu vas étudier le besoin de risque, mais aussi la situation, j'imagine, de la personne financière qui peut amener justement à prendre plus ou moins de risques. Exactement. Déjà, moi, je travaille avec le groupement Innovea et en fait, on effectue un tableau. Alors d'abord, on regarde les objectifs du client, s'il veut acheter, s'il veut épargner, s'il veut préparer sa retraite. Et puis ensuite, on va lui donner du coup à remplir un tableau budgétaire et là, il va mettre du coup ses dépenses. Et à la fin, on aura un solde. À partir de ce solde-là, on va dire au client, oui, on peut mettre des solutions en place ou non, il faudra ajuster ses dépenses, etc. Donc en fait, on aura de l'éducation financière et ensuite, du coup, on va faire l'analyse des risques, ce qui est très important, qui est obligatoire. Et ensuite, on va lui proposer des solutions. Qu'il accepte ou pas, bien sûr. Toujours. Ok. Eh ben, écoute, on prend bonne note de ces informations. Et je pense que tu vas être contacté après. Et du coup, il nous reste 8 minutes. Là, je vous ai fait en fait un plan. Là, je vous ai fait du coup un plan rapide des acteurs qui pourraient
du coup vous aider pour du coup obtenir des subventions, des prêts, etc. Donc vous avez tout ce qui est local, départemental, régional, national. Là, pour les mairies, il faut les appeler, il faut aller dans les mairies. Les départements et la région, ou du coup même les ministères, en général, font beaucoup d'appels d'offres, parfois beaucoup de concours pour en fait avoir des subventions et des aides en fait pour mettre des actions en place. En ce moment, on est beaucoup dans l'environnement, dans le social, dans l'inclusion, etc. Et les formations sont très privilégiées. Donc moi, par exemple, j'ai passé un concours BIC qui vient du département. Donc je suis partie sur leur site et j'ai vu qu'ils allaient proposer cela aux citoyens. Donc j'ai participé au concours. J'ai dit qu'en fait, je voulais mettre de l'éducation financière pour les personnes qui sont éloignées du côté financier, qui en fait n'ont pas cette éducation-là. Et j'ai eu le concours, donc j'étais lauréate et j'aurai 1 000 € pour aider des personnes qui ont besoin d'éducation financière. Ce qui est très intéressant. Ouais. Et vous avez souvent des appels à projets. Par exemple, un HLM à La Réunion qui propose en fait d'ouvrir un centre de formation sur un terrain qui leur appartient. Et en fait, les formateurs doivent postuler pour pouvoir en fait du coup avoir un local. Je sens que ça va intéresser dans le public, ça. Je sens que ça va intéresser. Ça m'intéresse, moi, oui, bien évidemment. Après, vous avez aussi tout ce qui est Fondation, Total, BNP, qui, pareil, qui ont besoin de refaire leur image. Donc, du coup, ils vont proposer des aides financières pour des projets éducatifs, etc. Et vous avez les fonds européens, les fonds FEDER. Ça, il faut aller toquer à la porte de la région parce qu'il y a énormément de fonds, beaucoup de subventions pour les formations innovantes, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'inclusion, etc. Et en fait, il faut aller les voir pour aller chercher ces fonds. D'accord. Et il faut définir ce que c'est que la formation innovante. Est-ce que ce sont les formations qui peuvent être en cybersécurité, par exemple? Non, pas forcément. C'est mettre en place des solutions qui peuvent... ça peut être l'innovation dans le financier, ça peut être une nouvelle façon de faire de l'apprentissage. En fait, l'innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le territoire et du coup, qu'on met en place. Ah, intéressant à voir. Innovation, on pense toujours à la tech, mais en fait, pas du tout. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a énormément de choses. Je sais pas, par exemple, moi, il y a l'ONF, peut-être créer une formation pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui va pouvoir travailler dans les forêts. Donc, faire une formation là-dessus, c'est assez, peut-être pas innovant, mais du coup, on peut avoir des subventions pour ça, parce qu'on crée une formation pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi et en plus, on parle d'environnement. Et là, j'ai regardé les noms des sites en ce moment où il y a beaucoup d'appels à projets, surtout dans la formation. Vous avez le site appelaprojet.org où là, vous avez tous les appels à projets régionaux et nationaux. Et en général, c'est axé vraiment environnement, etc. Vous avez les appels à projets recherche. Ça, c'est plus dédié aux docteurs, je pense. Après, vous avez tout ce qui est association, c'est-à-dire les associations ont des projets et puis ils vont faire des demandes sur ce site-là, mettre ce qu'ils ont besoin et en fait, on n'a qu'à postuler. Après, vous avez la souveraineté numérique, le plan relance. Europe en France, c'est pareil, c'est le portail des fonds européens.
Donc voilà, vous Oui. avez des thématiques qui reviennent. Là, par exemple, en fait, moi, je sais que je suis sur un gros appel à projet en Guadeloupe où il y a un énorme investissement, 4 millions pour la formation. Et du coup, là, ça a été publié jusqu'en 2027. L'appel à projet est ouvert. Mais du coup, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a en métropole également. Et du coup, d'aller se renseigner, c'est beaucoup de veille, en fait, hein. Oui, c'est ça. Et il y a, par exemple, France 2030, où là, vous avez vraiment des appels à projets. C'est là où on aura tout, en fait, pour l'Hexagone et pour les Drom. Et souvent, il y a BPI France. BPI France, c'est super parce qu'en fait, c'est des concours souvent. Ils vous donnent un thème, vous passez des concours et ils vous donnent un fonds pour vous aider à développer votre entreprise. Ça, c'est génial parce qu'en fait, quand on est formateur, on peut s'adapter en fonction de leurs demandes. Et ça, c'est génial. Là, la dernière fois, ils ont proposé 2000 €. C'est un challenge pour tel territoire et il fallait donner son projet. Enfin, il fallait faire valider son projet pour avoir 2000 €. Ou parfois, ils ont aussi créé des soutiens pendant 6 mois à la création d'entreprise. Très intéressant. Voilà. Ok. Et surtout, ne pas oublier les fonds FEDER. Il y a énormément d'argent à prendre. On va dire ça comme ça. On va aller voir ça alors. Je veux bien, moi, avoir des infos sur les fonds FEDER Réunion. Ah oui, ça, il faut aller sur la région Réunion, voir AMI. Donc, c'est les sites qu'ils ont mis sur leur site internet. C'est a.mi. Et là, vous avez tous les fonds différents. A.mi. A.m.i. Et du coup, quand vous allez sur la région, vous avez tout ça sur les fonds FEDER. Région Réunion. Ouais, la région Réunion. Et ils ont même, je crois, un site région Réunion 2030. Et il y a aussi au département, s'il ne faut pas oublier, le département de la Réunion, où en fait, par exemple, il y a le BIC qui font chaque année, ou si vous êtes en association, vous pouvez gagner jusqu'à 15 000 € pour mettre en place votre projet. Mais quand on est en SAS ou en SASU, c'est compliqué. Ben, vous pouvez participer en tant que citoyen. Parce que avec plusieurs citoyens, vous pouvez monter des actions. Donc moi, cette année, je suis passée en tant que citoyenne et du coup, j'ai eu quand même 1000 €. Et je vais mettre en place des actions de formation pour les personnes éloignées de l'emploi. D'accord. Ok. Tu veux passer à la dernière slide, Mirella? Donc, du coup, pour résumer, c'est bien avant de commencer son business plan de connaître ses revenus, anticiper ses dépenses personnelles surtout et aussi professionnelles. Et pour cela, du coup, quand vous avez ces deux informations-là, vous pouvez bien choisir votre statut. Et aussi, il faut toujours être à jour sur les réglementations. N'hésitez pas à vous renseigner sur les sites internet pour les appels à projets, pour les subventions, les prêts, etc. Et n'hésitez pas à investir du coup dans votre protection sociale et défiscaliser surtout. Juste, je voulais ajouter quelque chose pour les acteurs qui donnent des subventions. Si vous connaissez des gens qui ont moins de 30 ans ou 31 ans, enfin 31 ans, 30 ans révolus, donc jusqu'à 31 ans, il y a un fonds qui s'appelle le PIGE, qui est dédié aux personnes qui sont dans les DOM. C'est-à-dire, vous créez votre entreprise, vous avez 8 000 € pour démarrer et ce n'est pas un prêt, mais une subvention.
Et surtout, il faut aller frapper aux portes tout le temps parce qu'en fait, du coup, il y a la CCI, il y a la CMA, il y a d'autres acteurs qui, du coup, laissent le temps passer et en fait, les 8 000 euros, ils ne donnent pas forcément. C'est exactement le même cas. Ils bloquent les entrées. Non, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'acteurs qui viennent, tout simplement, parce que les acteurs ne se bougent pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu du côté de la Guadeloupe, où là, il y a carrément de l'argent qui n'a pas été utilisé et qui a été rendu. C'est ça. C'est exactement ça à La Réunion. Hein, c'est exactement ça à La Réunion, sauf que c'est de la désinformation volontaire. Je suis pas sûre. Par exemple, en fait, les acteurs se font payer pour vous donner ces fonds. Ouais. Donc, si tu les prends pas, ils perdent de l'argent aussi. Oui. Oui, mais en même temps, il n'y a pas de concurrence. En tout cas, pour la chambre de commerce, c'est comme ça que ça marche. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai des acteurs où ils me disent, vous voulez ça, vous payez 450 € et on vous fait le dossier. Sauf qu'on ne sait pas si le dossier va passer. Exactement. Donc c'est un peu... C'est exactement ça. En fait, vous payez pour être sûr de ne pas avoir. C'est ça. Et du coup, vous avez payé. Donc c'est un peu dommage de fonctionner comme ça pour des fonds qu'en fait... Alors que eux sont rémunérés par les fonds publics. Oui, c'est ça. Exactement. Ils nous font payer quelque chose qui est gratuit. Oui. Ok. Donc, en tout cas, plein d'informations qui nous ont été apportées là sur les fonds financiers, sur la façon de récolter les fonds.